Salut à vous tous, avec vous Tawfiq Al-Aishi de la chaîne Tawfiq Animation and More. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 4 de Il était une fois un vieux couple heureux. Nous allons le diviser en deux parties. Aujourd'hui, nous faisons la première partie parce que c'est un chapitre long et intéressant. D'accord? Donc, j'ai jugé qu'il serait plus pertinent que j'en explique tout le contenu, d'accord? Et pour que ça rentre bien dans la tête, d'accord, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc il faut diviser en deux parties. Je passe maintenant au début. Le vieux Bouchaïb raconte à l'événement à sa femme. L'événement, bien sûr, c'est le sacrifice des deux bœufs, d'accord, à côté de la mosquée, comme on a vu dans le chapitre 3. D'accord. Donc, mais cette affaire n'intéresse pas sa femme parce que pour elle, c'est une affaire d'homme. Bouchaïb, à partir d'une chambre, il regarde au loin, d'accord, et il voit la vallée. D'accord, donc il fait, l'auteur ou bien le narrateur nous fait la description du paysage. Donc à ce moment-là, on entendit un coup de feu avec un fusil. Donc, et Bouchaïb dit à sa femme, c'est Ahmed qui chasse le corbeau. Vous connaissez tous l'oiseau, le corbeau, l'oiseau noir. Donc pourquoi? Parce que on lui a dit que la chair de ce corbeau, la viande de ce corbeau, pouvait guérir sa femme malade. Bien, on apprend que cette femme, je m'excuse, il y a ici un mot femme que j'ai oublié d'écrire. Donc cette femme ne sort jamais. Alors on a deux erreurs. Cette femme ne sortait jamais. Donc c'est la vieille. La vieille, c'est la femme de Bouchaïb. Je ne dis pas ça, d'accord, pour l'insulter, mais c'est comme ça que le narrateur l'appelle. Il dit la vieille dans l'œuvre, alors nous on dit la vieille. Donc c'est la vieille qui parle et il dit, elle ne sort jamais, on ne l'a, encore, on ne sait pas comment elle est, on ne sait même pas à quoi elle ressemble. Et cela, venant d'une femme, cela nous montre que c'est une femme cloîtrée, c'est une femme qui ne sortait vraiment jamais. D'ailleurs, toutes les femmes vivant dans la maison de Ahmed, ses filles, je ne sais pas s'il a plusieurs femmes ou bien non, mais Bouchaïb nous dit ces femmes ne sortaient jamais. Et Ahmed était très vindicatif. Donc très jaloux. Donc, il, il pourrait tuer quelqu'un juste parce qu'il a trop regardé une de ses femmes ou bien une de ses filles. Donc, et ce Ahmed-là, c'est une personne très forte. Et c'est un grand criminel, d'accord, parce il est censé avoir tué une centaine de personnes avant l'arrivée des Français. Donc, et Bouchaïb, il dit peut-être plus que 100, d'accord. Avant que l'occupation française ne s'installe au Maroc, il était le maître de la région, d'accord. Donc, on vivait une période qui s'appelait qui s'appelle dans l'histoire marocaine la Siba, d'accord. Et la Siba, si on veut la traduire en français, le mot le plus proche, c'est l'anarchie. Donc, alors là, c'était vraiment. Donc, il y avait le roi dans la capitale, il avait son armée, il y avait les caïds qui avaient leurs armées, mais tout ce monde, le roi et les caïds, ne pouvaient pas avoir main mise sur tout le territoire marocain. Alors il y avait beaucoup de régions qui vivaient dans l'anarchie. Plusieurs villages attaquaient d'autres villages pour les voler, des hommes très puissants volaient les autres, très forts plutôt que puissants, c'est-à-dire très forts corporellement, qui savent bien combattre, pouvaient tuer des gens comme ça. Et ce Ahmed-là, il était de la trempe de ces gens, il avait tué au moins une centaine de personnes. Donc, Bouchaïb, il pensa que les temps avaient beaucoup changé. Et pour Ahmed, oui, donc Ahmed, c'était quelqu'un de très puissant, de très respecté, de très craint.
Maintenant, il ne lui reste que son fusil. Mais malgré cela, il était toujours craint. On le craignait toujours. Pas de la même façon que dans le passé, mais on le craignait et c'est pour ça qu'on gardait ses distances avec lui. Personne ne le fréquentait alors, c'était une personne solitaire. La vieille prépara le thé et servit des amandes et des dattes. Les dattes venaient des pays des Touaregs. Les Touaregs, ce sont des Berbères qui vivent dans le Sahara, surtout de l'Algérie, surtout de l'Algérie. D'accord. Donc, en arabe, on les appelle Tawareg. D'accord. Donc, ce sont des hommes, des nomades qui vivent en bougeant continuellement dans le Sahara. Et c'était de très très grands combattants, on les craignait beaucoup. Donc, c'était des Berbères vivant seulement de lait, de chamel et de dattes. D'accord. Donc, Bouchaïb nous dit ils ne mangeaient presque jamais de viande. Seul, et il y a une caractéristique vraiment spécifique à ce peuple. Je ne sais pas si c'est vraiment une information qui est juste ou bien non. Donc, mais c'est dit dans le roman. Donc, seules les femmes étaient lettrées. Seules les femmes savaient lire et écrire. Les hommes, non. Et les femmes, ils connaissaient le tifinagh. Le tifinagh, c'est la langue berbère. C'est le système d'écriture berbère. Donc, il faut noter ici une chose. Donc, un berbère qui n'est pas fier d'être un berbère ne vaut rien. Un arabe qui n'est pas fier d'être un arabe ne vaut rien. Car un touareg qui n'est pas fier d'être un touareg n'est rien. Mais le problème, c'est lorsqu'on commence à croire que le berbère est meilleur que tout le monde, ou bien que l'arabe est meilleur que tout le monde, ou bien que le touareg est meilleur que tout le monde, alors que la réalité est très simple. Parmi les berbères, il y a d'excellentes personnes et il y a des vermines. Parmi les arabes, il y a d'excellentes personnes et il y a des vermines. Parmi les touaregs, il y a d'excellentes personnes et il y a des vermines. Donc, je crois que la vérité est toute simple et que le reste n'est qu'un leurre. Je passe. Donc, elles connaissaient le tifinagh, elles écrivaient de beaux poèmes. Je sais que les gens du bac libre ne me connaissent pas très bien. Je suis un handicapé visuel, je ne vois pas très bien. Alors, s'il vous plaît, lorsque je m'attarde à lire un passage ou bien, c'est justement parce que je ne vois pas bien l'écriture. Je sais que pour vous, cette écriture est vraiment très très visible parce qu'elle est très très grande, mais pour moi, c'est une condition sine qua non pour que je lise. Je dois agrandir l'écriture et même en agrandissant l'écriture, je la vois pas très bien. Je peux pas lire des écritures comme ça. Je vois qu'il y a une écriture en blanc, mais je n'arrive pas à lire. D'accord. Donc, maintenant, c'est pour que vous m'excusiez lorsque je m'attarde un peu à déchiffrer ce qu'il y a sur l'écran. Bouchaïb connaissait les Touaregs, pourquoi? Parce qu'il avait été spahis. Et je vous ai écrit ici la définition du Petit Robert, c'est un dictionnaire, pour moi c'est le meilleur des dictionnaires disponibles jusqu'à présent. Donc, ce spahi c'est quoi? C'est un soldat nord-africain engagés par l'armée française. Donc l'armée française, lorsqu'elle engageait, d'accord, et ils étaient envoyés en Afrique, surtout en Afrique, d'accord, pour combattre pour les Français. Donc Bouchaïb a été un spahis, il a été envoyé au Sahara, d'accord, et il avait déserté. Lorsqu'on l'a envoyé comme soldat, il a déserté, il s'est enfui de l'armée. Lorsqu'on s'enfuit de l'armée, on dit déserter, et c'est passible de punition, d'accord. Et justement, il a été rattrapé et jeté en prison. Donc, il a passé 5 ans en prison, d'accord. À plusieurs reprises, d'accord. Oui,
était condamné aux travaux forcés. Il devait casser des pierres pour les Français. Donc, il avait tenté à maintes reprises, plusieurs fois, il avait essayé de s'enfuir, de s'évader de prison, mais on l'avait toujours repris. Et chaque fois qu'il a été repris, d'accord, on le rouait de coups, on le frappait. Ensuite, on l'enchaînait à des boulets. Ce sont de grands boulets, je crois que vous avez déjà vu ça à la télévision. Une grande balle en fer attachée par une chaîne au pied du prisonnier. Pourquoi? Pour le ralentir, pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. Donc, alors il devait marcher en traînant derrière lui ce boulet. Et quand il avait soif, on lui refusait l'eau, on lui disait, tu ne mérites pas l'eau qu'on te donne. Donc, sa femme lui dit, mais c'est la première fois que tu me parles de ça. C'est-à-dire, même la vieille, même la femme de Bouchaïb ne connaissait pas cette réalité. Donc, alors, il lui dit, c'est la première fois que tu m'en parles. Il lui dit, parce que je pense que c'est sans importance. Il y a des gens qui ont souffert plus que moi. Et malgré cela, ils sont toujours en vie. Donc, c'était pas quelque chose de vraiment très important. C'est comme ça qu'il juge l'important et ce qui n'est pas important. Donc, Bouchaïb faisait toujours... m'excuse, j'ai été interrompu. Alors, Bouchaïb faisait toujours le même rêve. Donc, toutes les nuits. M'excuse. Alors, cette brusque escapade dans le passé. Donc, une escapade, c'est une petite fuite, mais c'est une belle fuite. Lorsque tu fais une escapade, tu t'enfuis vers quelque chose qui est beau. Tu fais quelque chose de mauvais vers quelque chose de beau. Mais ici, lui, cette escapade, bon, elle va rouvrir des plaies. Les plaies, ce sont les blessures. Donc en français, lorsqu'on dit rouvrir des plaies, c'est-à-dire rappeler de très mauvais souvenirs, des souvenirs qui vous font mal. Donc elle a rouvert des plaies qu'il croyait cicatriser, bien sûr. On dit en arabe la cicatrice, vous connaissez très bien. Ce sont une dernière trace qui reste lorsque la blessure a guéri depuis longtemps. Donc ici, s'il vous plaît, l'auteur va nous écrire un passage qui ressemble plus à un mémorial. Et c'est quoi un mémorial? Le mémorial, c'est une sorte d'écriture où l'on évoque des souvenirs. C'est surtout une sorte d'autobiographie, si vous voulez, mais ici ce n'est pas une autobiographie. Donc on évoque des souvenirs, mais l'important n'est pas ce qui est arrivé à la personne. L'important, c'est de faire un témoignage sur le contexte historique de l'époque. Par exemple, toi, tu parles de ton enfance, mais ce qui t'intéresse n'est pas ton enfance. Donc, durant ton enfance, il y a eu plusieurs événements historiques très importants qui se sont passés. Et toi, tu, tu, tes souvenirs ne sont qu'une sorte de prétexte pour parler de cette époque, pour évoquer ces événements historiques. C'est ça le mémorial. Donc, c'est cette technique qui va être utilisée ici. Donc, Bouchaïb va parler de ses souvenirs, mais ce qui l'intéresse, c'est de parler de l'occupation française et de ce qui se passait pendant l'occupation française. Cela a un peu débuté avec le petit passage sur son emprisonnement lorsqu'il a été en prison, le très mauvais traitement qu'il a subi là. Bien. Donc, il dit que durant cette époque, donc il parle des souvenirs maintenant, des mauvaises plaies qui se sont rouvertes. Donc, la misère régnait. Régner, c'est être roi, d'accord? Donc la misère était roi, était reine dans le pays. Donc, et il y avait une grande épidémie de typhus. Oui, c'est une maladie qui tue beaucoup de gens, d'accord? Et la raison de cette maladie, ce sont des microbes transportés par les poux. Les poux, vous savez, de très petits parasites, des insectes, des parasites qui vivent dans les cheveux. Donc, bien sûr, l'enfance de
à l'enfance de Mohamed Khaireddin, l'époux était vraiment quelque chose de très répandu, d'accord? Par exemple, moi, je suis né en 1968 et je peux vous assurer que lorsque j'étais au primaire, donc tous les élèves avaient des poux dans la tête. D'accord? Absolument tous les élèves. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous suffit de ne pas vous laver les cheveux 2 jours ou bien 3 jours pour avoir des poux dans la tête. Car ces poux, elles vous venaient de ceux qui vous côtoyaient, des couvertures sur lesquelles vous vous endormez. D'accord? Elles sont très petites, vous ne les voyez pas vraiment sur Terre, vous ne les voyez pas, donc vous ne pouvez pas euh, leur échapper. D'accord? C'était des sortes de fantômes, sauf lorsqu'elles venaient habiter dans les cheveux. Donc là, on pouvait vraiment les prendre. Donc, cette maladie était causée par des microbes transportés par ces poux, d'accord? Comme par exemple la peste qui est causée par des microbes transportés par les rats et les souris. Donc, il dit que cette maladie a emporté les plus faibles par milliers. Donc, et les seuls à être très bien soignés, très bien traités, d'accord, c'était les Européens. Ça, c'est pour les Européens. Pour les Marocains, les indigènes, et les indigènes sont les autochtones, les habitants originels d'un pays, d'accord? Par exemple, pour le Marocain, les indigènes sont les Marocains, pour la Tunisie, les indigènes sont les Tunisiens. Donc, pour les indigènes, ils n'étaient pas sauvés à temps, d'accord? S'ils tombaient malades, on les transportait rarement à temps à l'hôpital, alors ils crevaient, ils mouraient. Donc, les Européens, chez les Européens, il n'y avait pas de poux. Les Marocains, à peu près tous les Marocains étaient pleins de poux, à tel point qu'on disait, d'accord, certains esprits moqueurs disaient, qui n'a pas de poux n'est pas musulman. Pourquoi? Parce qu'alors, seuls les chrétiens qui sont les Européens n'avaient pas de poux, presque tous les musulmans, les Marocains avaient des poux, alors qui n'a pas de poux n'était pas musulman, car c'est une sorte de raillerie, une sorte de moquerie. Bon, et en ce temps-là, plusieurs années de sécheresse s'étaient suivies, ce qui fait que la campagne est très appauvrie maintenant, les gens n'ont plus de quoi manger. Donc, les humbles, ici ça signifie pauvre, fellah, d'accord. D'autres fois, donc ces fellahs-là, ces cultivateurs se voyaient obligés de travailler pour les nouveaux maîtres. Pourquoi? Ces nouveaux maîtres, ils avaient de grandes propriétés avec des puits creusés, avec des canaux d'irrigation, ce qui fait que pour eux, la sécheresse n'avait pas le même impact que pour les Marocains. Et les fellahs marocains étaient obligés d'aller travailler chez ces colons. Ces colons, ce sont les Français qui s'étaient installés au Maroc. Tous les civils qui s'installent dans un pays lors d'une colonisation s'appellent des colons. Donc, ceux qui étaient engagés dans l'armée, c'était des gens en ce temps-là qui avaient de la chance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aidés par les maîtres. Ils pouvaient jouir de protection sanitaire, on les aidait, on leur donnait de quoi manger, d'accord? Donc, ils n'avaient pas les mêmes embarras que les autres, mais ils risquaient à tout temps d'être fauchés par une balle et de mourir. Bien. Alors, tout ceci va causer l'exode rural, c'est-à-dire les gens vont aller en ville pour y habiter, ils vont abandonner, quitter la campagne pour les villes. Et bien sûr ça va causer des problèmes. Les bidonvilles sont pleins, le marché du travail va être saturé et les gens vont vivre dans une situation peut-être pire que celle qu'ils vivaient en campagne. Bien sûr, cela enfante la délinquance, les vols, les crimes et
le reste. Alors ici, le narrateur, bien sûr, sous la forme d'un long monologue, d'une longue rêverie de Bouchaïb, il va nous parler de la situation de la France alors. On sait que la France était divisée en deux. Il y avait le maréchal Pétain Vichy et il y avait les maquisards qui constituaient la résistance. Le maréchal Pétain, il était là sous les ordres des Allemands. Donc, ce sont un gouvernement français qui travaillait pour l'Allemagne. Les résistants combattaient le régime de Pétain et, bien sûr, les Allemands. Bien, la situation des pays colonisés s'était aggravée avec la Deuxième Guerre mondiale, d'accord? Parce que ce gouvernement-là, il ne pensait qu'à soutirer plus pour donner à l'Allemagne. Mais, comme nous le dit le narrateur là, même après la Deuxième Guerre, cela ne va pas changer. Bien. Les soldats marocains, à cause de la Deuxième Guerre, ils étaient engagés. Et regardez, on commençait à parler de la bravoure, du courage du soldat marocain et on faisait des promesses, parmi elles la promesse d'indépendance à Mohamed V. Après la guerre, ces promesses ont été oubliées et les Marocains qui étaient devenus des soldats très braves et très courageux sont redevenus une deuxième catégorie, sont devenus des gens qu'on méprise, qu'on traite en sous-classe. Et les autochtones, j'ai déjà, je crois, dit ce mot, les autochtones, ce sont les habitants originels d'un pays. Euh, la lutte pour l'indépendance va s'intensifier et la répression des Français, la répression coloniale, va elle aussi, bien sûr, s'agrandir, devenir plus importante. Donc, il y avait pour la résistance, pour les fidayines, on commençait à parler d'explosion, d'accord? Mais ici, il nous parle d'explosion de mines qu'on entendait dans la montagne. Et c'est un des recherches. Et vous vous rappelez, dans le chapitre 2, Amrzni est venu pour chercher des personnes. Il a apporté une liste de personnes recherchées par les Français. L'un de ces recherchés avait demandé la permission de pouvoir se procurer des explosifs pour faire exploser une partie de la montagne pour des réparations. Bien, d'accord. Et il a vraiment pu obtenir ça, d'accord. Donc il avait besoin de pierres. Et pour cela, il avait réussi à se trouver le tour de force de se faire délivrer. Donc, par un capitaine qui commandait cette commune-là, il avait pu obtenir la permission d'avoir des explosifs. Et bien sûr, dans le roman, il nous explique que cela ne s'est pas fait tout seul, mais cela s'est fait avec une corruption. Il a soudoyé des personnes pour avoir ça. Donc, Bouchaïb possédait la seule radio du village. C'est le seul qui est une radio. Alors, Bouchaïb était au courant, d'accord? Il savait tout ce qui se passait dans les villes du nord. Donc, maintenant, chaque jour, c'est la résistance, c'est le travail de résistance. Il y a des traîtres qui étaient exécutés. Des bombes explosaient dans les marchés des Européens. Et en Algérie, c'était la même chose. Donc les Français, ils n'avaient pas, ils ne devaient pas simplement affronter les Marocains, mais aussi les Algériens. En Algérie aussi, la lutte pour l'indépendance
faisait ravage. Alors, le colonialiste était aux abois, d'accord? Était aux abois, c'est-à-dire était en grande difficulté quand il ne voulait pas l'admettre, mais c'était la réalité. Bouchaïb aurait pu prendre du galant dans l'armée, il aurait pu devenir très gradé, comme tant d'autres, comme beaucoup d'autres personnes. Mais lui, il préférait la vie simple aux risques et aux honneurs. Donc les gens qui sont dans les armées, ils courent des risques, des dangers, et ils font ça pour l'argent et pour l'honneur, pour que leur nom soit cité. Bon, c'est pourquoi il s'était retiré chez lui. Quand il est revenu dans son village, donc il aimait jardiner. Alors il avait planté des arbres fructivores, des arbres fruitiers, je m'excuse. Fructivore se dit des animaux qui mangent des fruits. Donc il avait planté des arbres fruitiers comme les olives, comme je sais pas, les amandes, les grenades. Donc, il prenait très soin des oiseaux. Il chassait les garçons qui venaient pour les attraper. Il leur permettait de partager sa récolte. Il laissait les oiseaux manger à leur guise dans ses jardins. Alors, ces oiseaux ne fuyaient même pas à son approche. Ici, il va parler de cet instinct, de cette perception des oiseaux. Ils savent très très bien reconnaître très rapidement les gens qui les aiment, qui ne leur font pas de bien, ils ont confiance. Et ils savent aussi reconnaître très rapidement les gens qui sont mauvais à l'intérieur, ils les fuient. Et ici, il va nous parler de la huppe. Cet oiseau splendide, c'est l'oiseau du prophète Salomon, d'accord? Dans le Coran, vous savez très bien ce que c'est que. Donc, il parle de sa beauté, et il parle de certaines superstitions dans le pays. On croyait qu'il pouvait voir même à l'intérieur de la terre, et pour cela, on mangeait son cœur tout palpitant, d'accord, qui battait encore. Pourquoi? Pour avoir de la perception, pour pouvoir deviner la chose qu'on ne voit, les choses qu'on ne voit pas. Bien, donc durant ce passé, les gens du Nord, habitués à la facilité, les gens qui vivaient dans les grandes villes, ne sont pas habitués à se battre ardemment pour vivre, alors ce sont eux qui ont le plus souffert. Pour les gens de la montagne, ils ont déjà l'habitude de la difficulté, ils ont l'habitude de vivre, ils sont accoutumés, c'est-à-dire habitués à vivre à la dure. Donc, alors il nous dit que les gens de la montagne, lorsqu'ils sont privés de quelque chose, ils cherchent par quoi la remplacer. Mais lorsqu'une chose s'épuise dans les villes du Nord, tout s'épuise, même les corps s'épuisent. Donc Bouchaïb, il va parler encore de ce temps, il va penser surtout à ce temps de famine et de maladie où les gens mouraient par milliers. Et lui, il a été obligé de voler, de chaparder pour survivre. Il va aussi parler de l'égoïsme des Européens qui se foutaient pas mal du peuple, qui avait de grandes propriétés, qui vivait très bien, très proprement. Et il parle aussi de quelques Marocains, une élite marocaine, un nombre très restreint de gens qui vivaient presque aussi bien que les Européens, ou bien aussi bien qu'eux. Et les Européens et cette élite se foutaient du sort du peuple. Alors, je dois vous dire une chose ici. Pour l'indépendance marocaine, elle a été anticipée. On n'a pas eu de vraie indépendance, pas seulement dans le Maroc. Dans tous les pays colonisés, il y a ce qu'on appelle le postcolonialisme, c'est-à-dire
les colonisateurs sont sortis du pays, mais ils ont laissé des gens pour guider le pays en leur nom, en gardant toute l'économie des pays qui étaient colonisés sous la coupe des pays colonisateurs. Et le Maroc n'a pas dérogé à cette règle, et c'est cette élite qui vivait presque aussi bien que les Européens qui est devenue plus tard les dirigeants du peuple. À elle s'ajoutent les gens qui ont bien étudié et qui généralement étaient issus de ces milieux-là, d'accord, parce que seuls les fils des riches avaient le droit d'aller à l'école en ce temps-là. Donc, ce qui fait que rares sont les gens, les gens qui appartenaient aux classes pauvres ou bien moyennes qui pouvaient accéder à des postes pareils dans des postes très élevés après l'indépendance. Bien, donc il parle aussi des juifs qui étaient aussi maltraités, parce que les juifs ont été très très maltraités par les Européens durant toute l'histoire. Oui, c'est vrai, il y avait des musulmans qui comprenaient mal le Coran, d'accord, et qui s'en prenaient aux juifs parce qu'ils étaient des juifs, non pas aux extrémistes des juifs qui croyaient qu'ils devaient, d'accord, dominer le monde entier. Donc, les juifs croupissaient dans les mellah, c'est les ghettos, d'accord. Bon, ils étaient aussi maltraités que les musulmans, mais on sent que Bouchaïb regrette le tour que les choses ont prise, d'accord. On montait les berbères contre les musulmans, les arabes, je m'excuse vraiment, d'accord. On montait les berbères contre les arabes, et les arabes contre les berbères, et les juifs contre les deux. De cette façon, on séparait, on divisait le pays, et on pouvait, bien sûr, très facilement le maîtriser. Donc, il faut savoir que dans un pays, quelles que soient les relations d'animosité entre les constituants de ce pays, donc s'aider pour le développement du pays est extrêmement bien meilleur que se battre entre soi. Si les constituants du pays se battent entre eux, bien sûr, cela va diviser le pays est très très faible et bien sûr, il ne peut pas avancer. Cela facilite la mission des oppresseurs, quels qu'ils soient des colonisateurs ou bien qu'ils soient des tyrans du pays. Bon, maintenant, oui, Bouchaïb regrette que les uns et les autres prient le même Dieu. Donc, les Arabes, les Berbères, les Juifs, les chrétiens, bon, tous nous prions le même Dieu. Mais, bien sûr, ils ne se comprenaient pas. Donc, chacun suspectait l'autre, chacun avait des doutes envers l'autre. Il suspecte de félonie, filouterie, d'accord, donc mauvaise foi, c'est-à-dire d'hypocrisie, de cacher des choses très mauvaises, d'avoir de très mauvaises intentions à l'égard des autres. Et bien sûr, cette discorde profitait surtout aux plus riches, à ceux qui tiraient les ficelles. Et notez, c'est l'expression de Kherdin,
il n'a pas dit profiter aux Français ou bien, donc il ne parle pas de la réalité seulement lors de la colonisation, mais d'une réalité qui est juste partout dans le monde. Et sous n'importe quel régime, lorsqu'on semait la discorde entre les gens, on pouvait bien sûr les diriger très facilement. On dressait le berbère contre l'arabe et le juif contre les deux. Au moment même où Hitler massacrait des millions. Alors, oui, 6 millions, il y a aujourd'hui des gens qui remettent ça en question, qui disent que c'est seulement 1,5 million. Mais pour moi, 6 millions bien 1,5 million, tous les deux sont un nombre exorbitant de victimes. D'accord? Donc, est-ce que toutes ces victimes avaient de très mauvaises intentions? Ça, c'est la première question. La deuxième question, a-t-on le droit de juger les gens sur leurs intentions? Par exemple, les gens par exemple, qui traitent maintenant les juifs de façon très mauvaise. Oui, le Coran nous dit que une grande majorité de juifs croient qu'ils sont meilleurs que les autres. Donc, ça, oui, c'est le Coran nous le dit. Mais la vie du prophète nous montre que le prophète n'a jamais jugé n'importe quel juif sur ses intentions. Il n'a jamais pensé ce juif est mauvais parce qu'il est juif, parce que le Coran dit non. Donc s'il a mal traité un juif, c'est en retour à une félonie ou bien à un acte bien réel. Et bien sûr, c'est ce que nous devons avoir. Nous ne devons jamais juger les gens sur leurs intentions, sinon ça va devenir du racisme. Et si le Coran nous parle de certaines réalités historiques sur nous et les juifs et le reste, bon, il nous parle surtout aussi que la plus mauvaise des choses est le racisme. Lorsqu'on croit qu'on est meilleur que les autres et lorsqu'on pense que les autres sont tous mauvais, donc là, c'est la meilleure des choses. Je m'excuse, c'est la pire des choses, parce que je pensais à un mot qui m'échappait et qui m'est revenu maintenant. Il y a le mot la déification qui signifie élever quelqu'un à un très haut rang, comme si on le rendait pareil à Dieu parfois, et le contraire, c'est la réification. La réification, c'est croire qu'une, c'est ça le fond même du racisme, c'est lorsqu'on croit que une race est vraiment la source de tous les maux. C'est notre dernière idée. Le massacre des Juifs durant la Deuxième Guerre, avant. Oui, donc je m'excuse ici, j'aurais dû écrire, c'est ce que je recherchais. Bouchaïb, il repensa, ou bien il parla à sa femme, parce que maintenant il a commencé à parler à sa femme de ces choses. Donc, Bouchaïb parla des massacres des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, et après il s'est allongé pour faire la sieste. C'est la dernière idée qu'on va avoir aujourd'hui. La deuxième partie sera encore diffusée très prochainement sur ma chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.